La consommation finale des ménages est d'abord fonction de leur revenu disponible brut. Plus le RDB est élevé, plus les dépenses de consommation finale seront importantes. Ainsi, M. Smicard, dont le revenu est de 1 000 € par mois, dépensera l'intégralité de celui-ci. Sa consommation finale sera donc de 1 000 € par mois. Tandis que M. Richard, dont le RDB s'élève à 10 000 € par mois, dépensera 5 000 € en consommation finale, c'est-à-dire 5 fois plus. Conclusion, plus le revenu s'élève, plus les dépenses de consommation finale sont importantes et inversement. L'augmentation des revenus, si elle provoque une augmentation de la consommation finale, s'accompagne également d'une modification de la structure de celle-ci, c'est-à-dire de la part de chaque type de dépense dans la dépense totale. La part de chaque type de dépense s'appelle un coefficient budgétaire. Un coefficient budgétaire se calcule de la façon suivante. On effectue le rapport entre la dépense liée à un type de bien ou service et les dépenses totales de consommation finale. Il arrive fréquemment que l'on multiplie le résultat par 100. Prenons l'exemple de l'alimentation. En 1959, ce type de dépense s'élevait à 6,2 milliards d'euros pour une dépense totale de consommation finale de 24,1 milliards d'euros. Le calcul du coefficient budgétaire pour l'alimentation donne 6,2 divisé par 24,1 égale 0,257, exprimé en pourcentage 25,7%. Les dépenses alimentaires représentaient donc 25,7% des dépenses de consommation totale, ou du budget, des ménages en France. En 2014, on constate que les dépenses alimentaires s'élevaient à 151,9 milliards pour une dépense totale de consommation finale de 1 139 milliards d'euros. On obtient alors 151,9 divisé par 1139 égale 0,133, soit 13,3%. Les dépenses alimentaires représentaient donc 13,3% des dépenses de consommation totale des ménages en 2014 en France. On notera que la valeur des dépenses alimentaires s'est fortement accrue, multipliée par 24,5 entre 1959 et 2014, mais que leur part dans l'ensemble des dépenses s'est nettement réduite, quasiment divisée par 2. On le voit donc, l'évolution des revenus entraîne une évolution des dépenses de consommation finale et en modifie la structure. Les économistes proposent une mesure de la sensibilité de la consommation finale d'un bien ou d'un service à une variation de revenus. Il s'agit de l'élasticité revenu de la demande. Elle se calcule de la façon suivante. Taux de variation de la demande d'un bien ou d'un service divisé par le taux de variation du revenu disponible brut. Par exemple, le revenu de M. Smicard augmente de 10%. Sa consommation de pommes de terre va alors diminuer de 5% au profit de légumes frais. On aura donc moins 5% divisé par plus 10% égale moins 0,5. Lecture du résultat. L'élasticité revenu de la demande de pommes de terre est égale à moins 0,5. Lorsque le revenu augmente de 1 € par exemple, la consommation de pommes de terre diminue de 0,5 €. Le statisticien allemand Ernst Engel, 1821-1896, a proposé une classification des biens et services en fonction de leur élasticité revenu. Si l'élasticité revenu d'un bien est négative, il s'agit d'un bien inférieur. Sa consommation diminue au fur et à mesure que le revenu s'accroît. Cela correspond à un bien de piètre qualité qui peut être remplacé par un autre bien plus onéreux.
Si l'élasticité revenu est comprise entre 0 et 1, il s'agit d'un bien normal. Sa consommation augmente peu au fur et à mesure que le revenu augmente. Cela correspond à un bien nécessaire comme le vêtement ou le logement. Si l'élasticité revenu est supérieure à 1, il s'agit d'un bien supérieur. Sa consommation augmente plus vite que le revenu. Cela correspond à un bien superflu, destiné au loisir par exemple. En raison de ces différences d'élasticité revenu des biens et services, les structures de la consommation des ménages se modifient avec l'évolution du revenu. On en tirera la fameuse loi d'Engel. Plus le revenu est élevé, plus la part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages se réduit, et inversement. On généralise souvent cette loi en l'exprimant ainsi. Plus le revenu s'accroît, plus la part des dépenses de première nécessité diminue dans le budget des ménages et inversement. Il en découle également que plus le revenu s'accroît, plus la part des dépenses superflues augmente dans le budget des ménages et inversement. Les prix vont également participer à la modification des structures de la consommation finale. Les différents biens et services disponibles à la consommation finale des ménages connaissent des variations de prix qui sont loin d'être toutes identiques. Les économistes vont donc également proposer une mesure de la sensibilité de la consommation finale d'un bien ou d'un service à une variation de son prix. Il s'agit de l'élasticité prix de la demande. Elle se calcule de la façon suivante. Taux de variation de la demande d'un bien ou d'un service divisé par le taux de variation du prix de ce bien ou service. Par exemple, si le prix du caviar se réduit de 10%, la consommation de caviar augmentera de 15%. Plus 15% divisé par moins 10% égale moins 1,5. Lecture du résultat. L'élasticité prix de la demande de caviar est de moins 1,5. Lorsque le prix du caviar diminue de 1 euro par exemple, sa consommation augmente de 1,50 €. Les résultats obtenus à l'occasion du calcul de l'élasticité prix de la demande d'un bien ou d'un service peuvent s'interpréter de la façon suivante. Si l'élasticité prix est inférieure à moins 1, on dira que le bien ou le service est fortement élastique. Il réagit fortement à une variation du prix. Si l'élasticité prix est comprise entre 0 et moins 1, on dira que ce bien ou ce service est peu élastique. Si l'élasticité prix est proche de 0, on dira que le bien ou le service est inélastique. Il est en fait assez peu sensible à une variation de son prix. Enfin, si l'élasticité est positive, c'est une situation qui est assez rare et qui correspond à des situations économiques très particulières.